L'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer des structures. En fait, c'est entreprendre des projets, c'est faire des choses. Et en fait, là, c'est comme si on avait, pour de vrai, monté en 48 heures une boîte industrielle de production de masques qui fait travailler 4000 personnes en même temps, quoi. Et ça s'est fait en 48 heures. Donc, il a fallu trouver des ressources, les moyens, les outils. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, Tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle « Votre histoire est un cadeau ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook. Votre histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous! Eh bien bonjour, encore une fois un épisode enregistré cet été pour prendre un petit peu d'avance. Ceux qui suivent un peu le podcast savent pourquoi. Et je reçois aujourd'hui, et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Vindia. Bonjour Vindia. Bonjour Frédéric. Eh bien écoute Vindia, on va démarrer tout de suite et on va rentrer dans le vif du sujet avec le classique portrait chinois. Donc je vais commencer avec la première question. Je te dis un mot et tu me dis celui qui te vient à l'esprit. Si je te parle d'un lieu, qu'est-ce que tu me dirais ? Écoute, spontanément, je te dirais la montagne. Pas une montagne en particulier, la montagne pour l'environnement que c'est, pour la puissance des éléments, pour ce que ça te renvoie à toi-même aussi dans ce que t'es, dans ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Donc je te dirais la montagne, ce qui est pour moi un lieu un peu ressource. Ok, très bien, je valide à 200%. Si je te parle d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé, pardon ? Alors a priori, il serait plutôt salé. Et là pareil, si je le fais en spontané, et je ne saurais pas te dire pourquoi, mais ce qui me vient c'est les gyoza, c'est les petits raviolis. Alors certains disent japonais, effectivement les gyoza c'est japonais, moi je connais plutôt la version coréenne, les mendu, mais ouais. D'accord. Petits raviolis qui sont cuits à la vapeur, mais qui sont après aussi passés à la poêle avec un petit côté croquant. Ouais. Ok, bon bah voilà, c'est malin, on a faim maintenant, on est matin, tant pis pour nous, hein, mais voilà, c'est de ma faute, j'ai qu'à pas poser cette question. Si je te demande une passion et ou un passe-temps, parce que des fois ça peut être différent. Voilà, forcément je vais aller vers le sport en général et j'ai parlé de montagne tout de suite sur le lieu, donc forcément moi aller en montagne, voilà, faire plein de trucs, faire du vélo, faire de la randonnée, ça me plaît pas mal. J'ai fait pas mal de sport co aussi, football, rugby, pour aussi les dimensions collectives que ça amène, les épopées que tu peux vivre aussi avec des potes. Voilà, tous ces moments-là, ouais, je dirais le sport, ouais, qui est très important. Très bien. Et si je te demande une personne ou des personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent, qui ont compté ou qui comptent pour toi ? Là, pareil, forcément, comme on va parler aussi de mon parcours, j'ai envie de citer François, qui est le fondateur du Souffle Lunaire. Alors, il n'aimerait pas que je dise fondateur, il préférait que je dise l'initiateur de ce mouvement-là et qui, depuis que je l'ai rencontré, m'apporte beaucoup. Donc, ça fait 5 ans et j'apprends et je grandis encore beaucoup à côté de lui. Ok, c'est top. Bel hommage. Merci beaucoup. Donc, on a fini avec ce portrait chinois. L'idée, et je vais le préciser tout de suite parce que c'est important, on parle souvent d'entrepreneuriat et c'est pour ça que je t'ai fait venir dans le podcast parce qu'on est entre entrepreneuriat, association et tu expliqueras un petit peu pourquoi. Mais aujourd'hui, tu es salarié, c'est important de le dire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Mais justement, l'intérêt de ta présence, c'est de nous expliquer en quoi le Souffle du Nord, cette association, apporte beaucoup pour l'engagement, pour plein de belles causes. Donc on est entre l'associatif, l'entrepreneuriat et justement on parlait en off de cette vision qui est des fois un petit peu tronquée de l'entreprise et de l'associatif et autres. Et donc tu vas nous apporter un bel éclairage là-dessus. Mais avant ça, l'idée c'est de faire un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire le directeur du Souffle du Nord ?
Je te laisse nous conter un peu ton parcours. Alors écoute, je vais le faire en version CV assez classique. Moi j'ai un parcours très, très classique. J'ai fait une école de commerce après une prépa. J'ai démarré mon parcours professionnel chez les opérateurs mobiles sur des sujets d'innovation plutôt technologiques, mais du côté de l'offre. Donc voilà. Sur un marché qui se lançait à l'époque, et c'est marrant de se dire que j'ai vécu ça dans une vie d'homme, c'est le marché de la data. Ouais, ok. J'ai participé au lancement des smartphones sur le marché grand public, chez SFR notamment. Et on a l'impression que c'est un autre âge. Mais... Bah ouais, c'est fou de se dire ça, qu'en fait on a vécu ça tellement c'est présent dans nos quotidiens aujourd'hui et largement répandu. Mais oui, effectivement, du coup j'ai commencé mon parcours chez SFR sur ces questions-là. Et puis assez vite, en fait, j'ai aussi bifurqué sur des projets d'innovation, de coopétition, donc en lien avec des acteurs d'un même secteur ou de différents acteurs, notamment sur... c'est pareil, ça c'est bien rentré dans notre quotidien, le paiement mobile, par exemple. Donc comment je paye avec mon mobile. Et en fait, on a des sujets sur ces thématiques d'innovation qui sont communes pour que l'innovation se diffuse. Effectivement, il faut qu'on ait des parcours clients qui soient communs, il faut qu'on ait des façons d'utiliser qui soient les mêmes. Et en fait, ça a nécessité en fait, de travailler déjà avec les opérateurs pour normer un peu les choses, les spécifications techniques, etc. Et on a dû travailler aussi avec les banques et avec les retailers. Et du coup, moi, je me suis assez vite orienté vers la constitution et l'animation de groupes de coopétiteurs et sur lesquels il y a des anecdotes quand même assez rigolotes parce que quand on a lancé le groupe avec les retailers, autant les opérateurs mobiles, on se croise assez souvent et on n'a pas de souci à travailler ensemble dans les règles de la concurrence, mais voilà, on travaille quand même ensemble. Il y avait des instances communes, on était réunis au sein d'associations communes, etc. Autant les retailers, la première fois qu'on les a réunis, moi je me souviens, on était dans une salle et il y avait tout le monde, il y avait Intermarché, Auchan, Casino, il y avait vraiment tout le monde, quoi. Et chacun était venu avec la cravate de la couleur de l'enseigne. Puis certains, quand certains prenaient la parole, d'autres sortaient de la salle. C'était la folie, c'était rigolo. Et en fait, on a quand même créé une super dynamique autour de ces sujets-là. Et ce qui m'avait marqué, et ça fera lien avec ce qu'on pourra peut-être dire après du souffle nord, mais c'est qu'en fait, au fur et à mesure, quand les gens ils abandonnaient leurs étiquettes et qu'ils découvraient qu'en fait c'était des personnes avec des personnes, en fait il s'est vraiment créé une super dynamique. Les gens se voyaient, on arrivait super bien à travailler ensemble, c'était dans un super bon état d'esprit. Donc en fait dès que les gens ils ont quitté leurs étiquettes, en fait il se passe des trucs magiques et je l'ai découvert là et c'est ce qui a un peu guidé sur la suite. Dans mon parcours chez les opérateurs et puis après étant du sud-ouest je suis retourné à Toulouse dans une boîte qui édite un logiciel de relations clients et j'ai pris la direction des services et du business développement dans cette boîte à Toulouse qui me rapprochait des Pyrénées en plus, donc parfait. Ouais, près de la montagne, forcément c'est ce lien-là. Ouais, près de la montagne, dans une région moi en plus que j'adore parce que effectivement il y a les Pyrénées, il y a les Causses, il y a l'Aveyron, enfin il y a une richesse de diversité de choses, de paysages, de choses à faire, de nature qui est super bien. Du coup, ça, j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, je pense. Et à un moment, j'ai eu envie d'aller découvrir le monde. Moi, dans ma vie, j'ai assez peu voyagé, en fait. Et j'avais envie d'aller voir un peu comment vivaient les gens ailleurs. Et on a décidé avec ma sœur de partir en voyage à vélo. Waouh! Et on est partis tous les deux un peu plus d'un an. On est allé jusqu'en Géorgie et on est revenu. Ah ouais, quand même. Ouais. Avec je suppose avec des étapes où vous vous arrêtiez. Avec rien du tout. Avec la seule envie de découvrir d'autres personnes, d'aller à la rencontre des gens et de se laisser porter. Donc on n'avait pas de plan, pas d'objectif, pas de durée. Et on se laissait un peu porter comme ça au fil de l'eau en fonction des rencontres, des recommandations, des envies ou des paysages qu'on voyait. Voilà. Et il y avait une volonté marquée de découvrir des lieux ou une volonté marquée de redécouvrir aussi peut-être la relation avec ta sœur. Enfin, je ne sais pas s'il y avait un objectif aussi de le faire avec ta sœur ou c'était une passion commune sur le vélo. Non, pas du tout. Non, ça s'est fait un peu. En fait, à la base, moi, je réfléchissais depuis quelques semaines à partir, aller faire une petite aventure. J'avais plutôt, à l'époque, je faisais quand même beaucoup de courses en montagne.
Et j'avais plutôt l'idée d'essayer de faire une traversée, pourquoi pas d'enchaîner la traversée des Pyrénées et des Alpes à pied. Et puis en fait, ma sœur, elle avait aussi envie d'une aventure. Bon, c'est moins accessible d'enchaîner, traverser des Alpes et des Pyrénées qu'effectivement de partir à vélo. Moi, je faisais du vélo. Pour elle, c'était plus accessible. Elle avait envie de le faire, j'avais envie de le faire. Hop, on s'est dit, bah, on va enfourcher les vélos, on va partir. Mais il n'y avait pas d'objectif. Et je pense que ça fait une différence dans notre voyage parce que du coup, quand on voyage comme ça, on rencontre plein de gens qui aussi voyagent à vélo, à pied, en camping-car, en voiture, enfin peu importe. Mais c'est important parce que nous, ce qu'on a appris aussi dans ces rencontres-là, nous, on est partis sans objectif, sans rien, et on fuyait rien. On n'a pas fui une vie, on était tous les deux très heureux dans la vie qu'on avait. On avait juste envie de quelque chose d'autre. Et on a vu dans les rencontres qu'on faisait qu'entre les gens qui fuient, les gens qui se fixent un objectif ou les gens qui ont juste envie de profiter, on passe pas du tout chacun les mêmes voyages, quoi. Alors, il n'y a pas une meilleure motivation que d'autres. Ouais, bien sûr. C'est des voyages très différents. Ouais. D'accord. Et si tu devais dire ce que tu en retiens, c'est avant tout l'immensité des lieux dans lesquels on vit, c'est plutôt les rencontres humaines que tu as pu faire. Bon, c'est forcément beaucoup les rencontres, mais en fait, c'est un peu de tout ça. C'est les rencontres, c'est la beauté des choses, vraiment, quoi. Il y a des paysages qui sont incroyables partout. Mais ce qu'on en ressort, en fait, c'est plein d'ingrédients de tout ça. Mais en fait, au final, quand on le consolide un peu et ça a toujours été un peu ma façon de vivre les choses, c'est la confiance. C'est que là, on part. Moi, on part forcément. Moi, j'ai rien acheté pour ce voyage, donc je suis parti avec ce que j'avais, mon sac à dos qui est juste à côté, là, quand on enregistre. Le même vélo que j'ai encore aujourd'hui et qui est attaché devant. Et en fait, on s'imagine plein de trucs. Pour faire un truc comme ça, il faut se préparer, il faut acheter du matériel, il faut avoir des itinéraires, il faut se préparer à tout. Et en fait, on est un peu parti comme ça. Et en fait, tout va bien. Et c'est souvent ce qu'on se disait avec ma sœur, et ça s'est vérifié tout le temps. C'est quand on a des moments un peu difficiles que se passent les meilleures rencontres. Voilà, je sais pas, on a un problème technique perdu dans la campagne serbe où en fait. Forcément, c'est une occasion de rencontre avec plein de gens qui viennent aider. Voilà. Et en fait, faut toujours se dire que dans ces moments-là, c'est les meilleurs moments justement pour créer des liens et faire des rencontres, quoi. Et ça permet de relativiser plein de choses dans les soucis quotidiens qu'on a dans la vie, quoi. Ok. Et tu aurais un pays ou un lieu qui t'a vraiment étonné, ou ça a été justement l'ensemble du parcours qui... Bon, c'est difficile d'en ressortir un parce que tous les moments sont merveilleux. Après, c'est sûr que alors pour ceux qui arrivent à se figurer sur la carte ce que ça fait de partir de France et d'aller en Géorgie, il y a quand même un gros bout qui s'appelle la Turquie, qui est quand même très gros, qui fait à peu près 1800 km, je pense, d'est en ouest, et que j'ai traversé 2 fois. Donc en fait, c'est quand même un gros morceau du voyage. Ouais. Et c'est sûr que moi, la Turquie m'a quand même fort marqué, parce que pour la diversité des paysages, c'est d'une beauté folle. Pour les gens aussi, qui sont hyper accueillants, chaleureux, généreux. Et puis d'ailleurs, là on est, je sais pas, ça devait être en 2018, et il y a des Turcs qui m'écrivent encore pour me demander des nouvelles. Ouais. Ah ouais. Donc des gens que j'ai croisés comme ça, sur le bord de la route. Ouais. Ah, génial, ça c'est top, ça. C'est justement, ça donne du sens à la rencontre encore plus, quoi. Le fait de garder contact 5 ans après. Ouais, et puis il y en a un, c'était un gamin, Véli, je l'avais rencontré, je sais pas, il avait 5 ans, et je sais pas pourquoi, il m'envoie toujours des petits messages sur Instagram et tout. Top. Voilà, donc non, la Turquie, ça m'a bien marqué, ouais. Ouais, génial. Et donc, à l'issue de ce road trip à vélo, c'est là où il y a une prise de conscience, une volonté, il y a quelque chose par rapport au souffle du Nord, où il y a encore... c'est pas encore... Non, mais même pas. En fait, moi, j'ai jamais eu trop de plans de carrière. Enfin, je prévois pas trop le futur. Moi, je vis vraiment dans le moment présent, et en fait, chaque seconde est une somme d'opportunités qu'on prend ou qu'on prend pas. Et moi, j'essaie de dessiner ma vie un peu comme ça, sans me projeter dans le futur, sans avoir de plan établi à l'avance. Ce qu'on projette de faire, si aujourd'hui, moi, dans mon mode de fonctionnement, je me projetais de faire un truc dans 2 ans, par exemple, en fait, dans 2 ans, quand je serai en capacité de le faire, j'en aurais peut-être plus envie. Donc, en fait, je suis pas trop dans
dans ces dimensions-là, moi, je vis vraiment dans l'instant. Et en fait, pendant le voyage à vélo, c'est quasiment un hasard en fait, que j'arrive au Souffle Lunaire. En fait, c'est un projet moi que j'avais suivi à l'époque sur le projet de bateau qui était le projet fondateur du Souffle. Mhm. Et pendant mon voyage à vélo, une fois justement, j'étais en Turquie et j'ai dû me connecter sur Internet pour retrouver quelqu'un qui était aussi en voyage et qui lui utilisait Messenger pour communiquer. Sauf que moi, j'étais parti avec un téléphone européen et j'avais pas de réseau mobile en Turquie, donc il fallait que je trouve des spots Wi-Fi. Forcément. Sachant que j'allais quand même pas trop dans les villes puisque moi je dormais en tente, etc. Et du coup, il y a quand même un jour, j'étais obligé de trouver un spot Wi-Fi. Je me connecte pour répondre à ce gars que je devais retrouver. Et en fait, en me connectant sur Facebook, le premier truc que je vois dans mon fil, c'est le Souffle Lunaire recrute, voilà. Et du coup, quitte à être sur un spot Wi-Fi, je prends une seconde pour leur répondre et je leur dis, c'est trop cool, ça veut dire que la sauce développe, je suis content pour vous. Je réponds à la personne que je devais retrouver et puis voilà, je continue mon voyage. Je sors de Turquie et là, on revient en Union Européenne, là, je récupère des données mobiles et je vois qu'ils m'ont répondu. Et ils me répondent en disant, pourquoi ça t'intéresse, tu postules. Je dis non, je postule pas, moi je fais autre chose, là, je suis en voyage à vélo. Je postule pas du tout, mais je trouve ça bien pour vous, et tant mieux si la sauce développe, voilà, c'est juste ça. Et en fait, de fil en aiguille, si je me suis positionné, du coup j'ai fait, un entretien peut-être en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne. J'adore l'idée. Et en Pologne, à un moment, ils m'ont dit, vas-y, nous on aimerait bien que tu viennes. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit, on comprend que tu es en voyage à vélo, j'étais à Gdansk à ce moment-là. Ils disent, on veut bien te rencontrer, tu viens voir et voilà, et tu fais l'aller-retour, tu repartiras en Pologne et tu reviendras si ça te plaît. Et tu vois, c'est là où la vie, c'est une somme d'opportunités. Et puis parfois, il y a j'aime bien dire, c'est des flots quoi, qui t'emmènent quelque part et j'aime pas trop ramer contre le courant. Quoi. Et moi, je leur ai dit, non, on fait pas ça du tout, je viens voir. Ça vous met pas dans l'obligation de me prendre, mais par contre, si je décide de venir, je viens. Et après, si vous me prenez pas, je ferai autre chose. Mais par contre, je repartirai pas en Pologne, voilà. Et en plus, hasard total, Gdansk, du coup, qui est une ville du nord de la Pologne, a une ligne low cost qui permet d'arriver à Beauvais. Et moi je voyageais sans argent et tout, donc là pour 90 balles en fait je reviens avec mon vélo dans la soute et du coup la dernière fois de ma vie que j'ai pris l'avion jusqu'à présent. Ok, donc d'accord. tu vois une somme de plein de coïncidences, je sais pas comment on peut appeler ça, coïncidence, providence, opportunité, voilà, mais non, c'était pas un plan et c'était pas une prise de conscience encore une fois parce que moi je cherchais pas forcément à aller dans l'associatif, je cherchais pas forcément du sens dans ma vie, en tout cas je trouvais que j'en avais déjà avant, donc non, le hasard. Top. Et donc justement, là, on parle du Souffle du Nord, on a fait un teasing de fou. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu, on a parlé pas du fondateur, tu as dit de l'initiateur. L'initiateur, c'est ça, j'étais en train de chercher le mot. François, c'est ça Exactement. Donc je te laisse un peu nous expliquer ce qu'est l'association, puisque ça va être le cœur là, de la suite du podcast, pour que les gens qui tombent sur le podcast et ne connaissent pas le Souffle du Nord soient un petit peu avisés de ce que fait l'association. Alors à viser, tu me mets un objectif très élevé. Parce que justement, pour ceux qui le connaissent, souvent les gens disent ah ouais, le Souffle du Nord, c'est bien, mais par contre, dès que tu demandes à quelqu'un d'expliquer, personne ne sait l'expliquer. Et c'est normal, je pense, parce que c'est inhérent à ce projet-là. Tout à l'heure, tu parlais de sa forme d'existence, effectivement. Donc c'est une association loi 1900 à but non lucratif, donc c'est assez classique dans son format. Mais par contre, ça, c'est qu'un véhicule, quoi. En fait, derrière le Souffle du Nord, c'est surtout un collectif. En fait, c'est des gens qui se rassemblent ensemble. C'est tous les acteurs du territoire, les entreprises, les associations, les citoyens, les collectivités, les pouvoirs publics, qu'on essaye de faire se rencontrer déjà et qu'on pousse à collaborer sur des sujets de bien commun. Et quand tu as dit ça, après, c'est sûr que le Souffle du Nord, ça fait plein de trucs. Ça peut faire des projets sur la santé, sur la précarité, sur l'écologie. Parce que nous, notre domaine d'impact, c'est le territoire. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué à comprendre. C'est que souvent, une association, elle est sur l'éducation, sur la santé, sur la précarité. Nous, on est sur tous les enjeux qui sont ceux du territoire. Et Dieu sait que sur ce territoire, il y a à peu près une somme de tous ces enjeux-là à traiter. Ouais. Ok, donc au moment où l'initiateur François lance l'association, il y a déjà cette vision-là où c'est avant tout une association pour ce que tu disais par rapport à une course à la voile, c'est ça ? Ouais, alors pas du tout, parce que François, quand il initie ce projet-là en embarquant son réseau, en fait, il monte une entreprise. D'accord. Ouais.
Ok. Ils montent une entreprise avec cette idée-là. Eux, c'est tous enfin, François particulièrement, et dans son réseau, c'est tous des anciens sportifs. François a fait des raids d'aventure au très haut niveau. Donc voilà. Et puis, en fait, il arrive, je crois que ça devait être le jour de ses 50 ans. C'est le jour de ses 50 ans, à 23h59, 59 secondes, il envoie un mail à ses potes. Ok. En disant bon bah voilà, maintenant nous le sport performance c'est derrière nous, mais par contre peut-être que si on se met tous ensemble on peut permettre à des jeunes qui sont des talents de se révéler et justement d'accéder à leurs rêves, et tout de suite ils ont ciblé la voile parce que ils étaient tous férus de voile, etc. Et à la base ils montent une entreprise, donc ils se mettent associés tous dans une boîte. Ok. Pour essayer effectivement d'acheter un bateau, de l'affréter sur le Vendée Globe, donc gros projet quand même. Ouais. Vendée Globe, Oui, tout le monde à la voile clairement. sans assistance, sans escale, tout ça. Et en fait c'est là où assez vite dans leur parcours, ils se sont tous dit ouais mais en fait faire tout ça pour une personne ça n'a aucun sens. Donc en fait c'est là où est arrivée la question du sens, justement, de dire bah en fait pourquoi on fait ça. Et juste permettre à un jeune de réaliser son rêve, c'est déjà beaucoup, mais se disait c'est pas assez. Donc c'est là où s'est opéré un peu la transformation du Souffle Nord, où l'asso s'est constitué, et où là ils ont créé ce modèle qui d'ailleurs aujourd'hui a été largement repris, puisque je pense que là sur la flotte du prochain Vendée Globe il y a au moins la moitié des bateaux qui sont sur ce modèle là. Ah ouais. De dire on va utiliser la fenêtre médiatique du Vendée Globe, à la fois pour révéler un marin qui était Thomas Ruyant à l'époque et qui va repartir là sur son 3e Vendée Globe, et pour faire la promotion d'un message d'engagement autour du monde à travers une ONG. Et en fait ils étaient du coup 180 particuliers, enfin 180 entreprises et 1200 particuliers qui se sont associés financièrement autour de ce projet-là. Et par contre sur le bateau on voyait aucun logo. On a vu que le projet Imagine de Frédéric Bedos, qui est une Roubaisienne qui a monté ce projet-là, et qui fait d'ailleurs un peu ce que tu fais à travers ces podcasts, qui révèle ce qu'elle appelle elle des humble heroes, donc c'est des gens du quotidien que personne ne voit dans les médias et qui font des choses admirables. Et il n'y avait aucune visibilité pour aucune marque, que celle-là. Donc voilà, et c'est marrant parce que là, je pense que sur le prochain Vendée Globe, il y a au moins 5-6 bateaux qui ont repris ce modèle-là depuis. Ouais. Ah ouais, parce que on sait que économiquement, pour avoir reçu dans tout un sport Thomas Rouxel, qui est aussi un navigateur professionnel, voilà, il nous a un petit peu révélé les montants et autres. C'est des gros montants, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a effectivement ce côté médiatique pour une bonne cause, quoi. Ouais, c'est là aussi. Alors c'est des gros montants, et c'est c'est surtout des grosses opportunités derrière sur le sens, effectivement, parce que, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que le modèle aujourd'hui a pris et qui s'est largement assimilé quand on offre cette fenêtre médiatique à une cause, en fait ça accélère grandement la cause. Et d'ailleurs, le marin de l'époque, c'était Thomas Ruyant, qui depuis a monté avec d'anciens partenaires d'ailleurs de ce projet-là une nouvelle écurie. Aujourd'hui, ils ont 2 bateaux, un bateau qui porte une cause sociale et un bateau qui porte une cause environnementale. Donc la cause sociale, elle est autour d'une association qui s'appelle Entourage, qui agit sur la précarité. La cause environnementale, elle est autour de Team for Planet, qui œuvre en finançant des entreprises qui se créent autour de la décarbonation. Et en fait, ça permet vraiment d'accélérer très fort ces projets-là, et donc du coup de leur donner plus de puissance, plus de moyens d'action, plus d'amplification, et du coup d'aller beaucoup plus loin dans leur modèle. Donc en fait, si on devait faire des ratios entre les moyens et le phénomène d'accélération que ça produit, en fait, il y a quand même un investissement qui est hyper rentable sociologiquement, socialement et écologiquement. Ouais. Ok. Et donc une fois que ce projet est mené, tu nous diras à quel moment toi tu arrives dans l'association, qu'est-ce qui fait, est-ce que tu as eu vent de ce qui fait perdurer le modèle, et vers quoi se tourne le modèle, puisqu'une fois qu'on a fait la course à la voile, effectivement, comme tu le dis, il y a des retombées, on va dire, médiatiques positives. Comment elles sont utilisées et comment ça a été construit, entre guillemets? Bah après, moi j'arrive. Là, je raconte un projet, une aventure que j'ai pas vécu. Hein. J'étais pas dans le souffle. T'es le porte-parole, entre guillemets, de cette histoire. Ouais, et d'ailleurs un très mauvais porte-parole, je pense, parce que comme je l'ai pas vécu, je suis certainement le moins bien placé pour en parler.
Mais moi, j'arrive au moment où, alors du coup, il y a eu ce Vendée Globe là. Le bateau pendant le Vendée Globe se casse en deux en Nouvelle-Zélande. Donc en fait, le Vendée Globe terminé, abandon. Et là, pour le Souffle Nord, il y a deux options. Il y a, on rapatrie le bateau, voilà, ou on remonte un projet pour que le bateau revienne par la mer. C'est l'option qu'ils ont prise à l'époque, donc en reportant encore une cause solidaire. Et en fait, moi, j'arrive au moment où le projet global du Vendée Globe, plus du retour du monde, ils avaient appelé ça, est terminé, et où stratégiquement, le Souffle Nord se positionne en tant qu'incubateur de projets sportifs porteurs de sens. Ok. Et moi, j'arrive à un moment où il lance un projet qui est autour du Paris-Dakar, qui en plus, cette année-là, est en Arabie Saoudite pour la première édition. Et en fait, moi, j'interromps mon voyage à vélo et tout, dans ce contexte-là, où on est en train de monter un projet pour aller faire rouler des buggy en Arabie Saoudite dans le désert. Projet qui, déjà en interne, à l'époque, faisait pas forcément l'unanimité. Et moi, c'est vrai qu'assez vite, quand même, je me dis, je suis pas venu là pour ça, quoi. Et puis voilà, encore une fois, on peut penser plein de trucs, plein de choses, mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on soit personnellement aligné dans les choses qu'on fait. Et c'est des choses dont j'avais pas conscience, mais en tout cas, moi, que je cherche. Et dès qu'il y a des choses qui me dérangent un peu, je garde cette liberté. Et du coup, on s'est posé beaucoup de questions. Et en fait, c'est là où on a effectué ce virage-là, de se recentrer sur notre territoire, sur l'accompagnement des entrepreneurs qui œuvrent pour qu'on vive bien ensemble ici et maintenant dans le présent. Donc voilà, on a amorcé un peu ce virage-là. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, d'ailleurs, et c'est là où on a réconcilié toute l'histoire. Le Souffle du Nord, c'est pas l'histoire du bateau. C'est l'histoire de son sillage et qu'est-ce qu'on a fait derrière. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'héritage qui a été permis par ce projet fondateur, le collectif qui s'est constitué, la confiance que les gens peuvent avoir dans l'association Souffle du Nord. En fait, c'est tout ça qui nous permet de capitaliser, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, là, très centré sur le territoire, sur des causes sociales et environnementales. Ouais. Et donc, quand tu parles du territoire aujourd'hui, pour que ça soit clair pour les gens, il y a une délimitation qui a été fixée, peut-être avec les nouvelles régions, c'est devenu aujourd'hui les Hauts-de-France, ou non, c'est un peu... Non, nous, on a un projet. Le territoire, il se définit par les gens qui le font. Donc, comme moi, nous, quand on parle de territoire, on parle pas de découpage administratif, on parle pas de métropole, on parle pas de région, on parle pas de département, on parle des gens qui viennent et qui font des choses avec nous. Donc, nous, les gens qui viennent, qui s'intéressent ou qui font des choses avec nous, majoritairement, on va dire, ils sont autour de ce qu'on appelle la métropole. Mais il y a aussi des gens sur la côte. Voilà. Si on prend un projet comme les Masques en Or qu'on a fait pendant le Covid, là, on avait lancé un appel à bénévoles, il y a 30 000 personnes qui ont répondu. Il y avait des gens de partout, dans les Hauts-de-France, en France, dans le monde, au Canada, aux États-Unis. Donc en fait, le territoire, il est très mouvant en fonction de qui vient faire des choses dans ce que tu fais. Mais par contre, ce qui est important pour nous, et ça c'est quand même clé, ça, c'est des petites anecdotes, mais nous, on est un projet de proximité, on est là pour que des gens se rencontrent et qu'ils se voient dans les yeux. Donc, forcément, on ne peut pas gérer depuis ici un projet à Marseille. Ça n'aurait pas de sens pour nous. En tout cas, ce n'est pas du tout le sens de ce qu'on fait, quoi. Ok, donc il y a une histoire aussi de rencontre, de partager, de vivre quelque chose en commun. De proximité. Nous, si on caricature un peu, on est un acteur du lien. En fait, on est là, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure aussi, et ce que j'avais découvert moi à titre perso. Dans mes expériences professionnelles passées, on est là pour que les gens se rendent compte qu'en fait, on n'est pas des étiquettes, qu'on est des gens avec des gens, et que quand on se parle, quand on se soucie des histoires des autres, de leurs problèmes, en fait, ça fait du bien à tout le monde. Et qu'en fait, si tout le monde le faisait et si ça devenait naturel pour chacun, il n'y aurait besoin de rien ni de personne et on vivrait tous très bien. Hein. Ouais, et c'est ce que tu symbolisais très bien et j'ai trouvé ça très marquant, c'est par les cravates. C'est-à-dire qu'en fait, si on enlève la cravate de couleur, on est tous des êtres humains avec entre guillemets la même veste et la même chemise. C'est juste que la cravate qui différencie et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si entre guillemets on enlève nos vêtements, on reste des humains. Si on enlève notre case que fais-tu dans la vie, on reste avant tout des êtres humains et je comprends l'image du lien.
Une fois que les masques en or, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'était l'idée? Je pense que pendant le Covid, on a à peu près capté, mais nous expliquer un peu comment ça s'est monté, parce que ça a été une période qui a marqué la vie de tout le monde, quoi qu'il en soit. Quand on était présent dans cette période-là, on peut pas l'oublier, entre guillemets. Non, c'est sûr. Et puis, je pense que les gens qui ont participé à ce projet-là, pareil aussi, ça les a marqués d'une certaine manière aussi dans cette période de Covid, et nous particulièrement. Après, tu me dis, c'était quoi l'idée? Comme très souvent dans le souffle, et à la base, il n'y en avait pas. Il y avait une situation exceptionnelle, il y avait des besoins. Un peu avant que le confinement ait été annoncé, et encore plus quand le confinement a été annoncé, je me souviens que en équipe, on s'est dit attention, là, il va se passer quelque chose, il y a une situation inédite qui est en train d'arriver, et nous, en tant qu'association locale de territoire, c'est sûr qu'on va avoir un rôle à jouer. On ne peut pas se dire qu'il n'y aura rien, quoi. Donc en fait, on avait commencé à se mettre à l'écoute, à se mettre un peu en alerte, de signaux forts, signaux faibles, etc. Le sujet des masques, on l'a vu voir assez rapidement, parce que dans l'écosystème, on a vu voilà, que ce sujet il tournait quand même pas mal, donc on s'est été mis en étude là-dessus. On avait pris un parti, c'était de se dire, parce que là, on était tout au début du confinement, là, on était peut-être 2 jours après, et il y avait déjà beaucoup de gens qui commençaient à faire des masques en découpant des t-shirts, des choses comme ça, et nous, par contre, on avait dit, attention, si on lance une opération, on veut garantir quand même qu'on lance une production de masques qui soit réellement protectrice, etc., qu'on valide que le masque serve à quelque chose. Quoi. Et en fait, on avait fait une opération autour du cancer du sein avec une entreprise de Saint-André qui s'appelle Le Mailleux, qui est une entreprise de confection, un bonnetier. Et en fait, en discutant avec son président, je me rends compte qu'ils sont en lien avec le CHU de Lille pour valider une composition de masques avec le CHU qui soit à destination des soignants. Parce que les soignants, à cette époque-là, alors pour les situations de soins, ils avaient des masques, mais en dehors des situations de soins, ils n'avaient pas de masque. Donc en fait, là c'est pareil, il faut rendre hommage à Frédéric Boiron, le DG du CHU de Lille, qui a eu cette audace incroyable de dire on va faire des masques pour nos soignants, on va les faire, on va trouver le moyen de les faire. Ouais. Donc en gros, le Mailleux valide une composition de masques, le CHU a cette audace de dire on lance des masques, sauf que derrière, en fait, le Mailleux, comme tout le monde, entreprise fermée pendant le Covid, bien sûr. Très peu de capacité de production parce que basé que sur du volontariat, donc peu de volontaires parce que forcément on est au tout début du Covid, les gens ont peur, on est tous chez nous, etc. Et du coup, moi j'en parle avec Martin Brevard qui est le président, et je lui dis nous on a une petite communauté de couturières parce qu'on a déjà fait des projets de couture sur plein de sujets, et je dis peut-être qu'on peut comme ça raviver un petit truc et aller chercher quelques dizaines de personnes, et on va faire quelques masques, on va faire notre part. Voilà. La légende du colibri a toujours suivi le souffle, voilà, on va faire notre part. Et on n'avait pas d'autre idée que ça, quoi. On s'était dit il va y avoir quelques dizaines de couturières, on utilisera nos véhicules perso, et puis on ira leur livrer les kits, voilà, tranquillement, peinard. Bon. Donc à la base, il n'y a pas trop de projets construits, il y a juste cette urgence, ce besoin. Et nous on se dit on a peut-être une capacité à y contribuer, et on lance, ça devait être 4 jours après l'annonce du confinement, un appel sur Facebook à bénévoles. Et en fait, là, c'est le raz-de-marée. En moins de 24 heures, il y avait 10 000 personnes. 3 jours après, il y avait 30 000 personnes qui étaient inscrites, et de partout en France et dans le monde. Et là, on se dit, waouh, alors le truc qu'on avait déjà pas trop construit, en fait, là, il va vraiment falloir qu'on se mette dessus. Et du coup, là, on a dû vraiment changer d'échelle. On a monté une base logistique chez un de nos partenaires. En fait, moi, je le dis assez souvent, un peu en rigolant et sur un ton léger, mais en fait, je pense que quasiment on est là-dedans. Tu parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer des structures. En fait, c'est entreprendre des projets, c'est faire des choses. Et en fait, là, c'est comme si on avait, pour de vrai, monté en 48 heures une boîte industrielle de production de masques qui fait travailler 4000 personnes en même temps, quoi. Et ça s'est fait en 48 heures. Donc, il a fallu trouver des ressources, les moyens, les outils. On avait une traçabilité des colis, donc il a fallu faire ça. Alors après, tout le monde bossait 24 heures sur 24. On était dans cette urgence-là, et dans un monde où justement tout le monde pouvait se focaliser que là-dessus. Mais oui, je pense que c'est ça qui s'est passé. On a monté une boîte de production industrielle qui fait travailler entre 3 et 4 000 bénévoles en permanence en 48 heures. Et à cette époque-là, on a fait 1 million de masques en 2 mois à peu près, et on a été le plus gros producteur mondial de masques. Et quand je dis on, c'est tous ensemble, en fait, c'est tous ces bénévoles, les 150 entreprises partenaires, et c'est fou parce qu'en fait ça révèle la puissance d'une coalition territoriale où chaque acteur de tous les mondes
qui compose la société dans son rôle, dans son expertise et dans ses envies, et sans dépasser ça, en fait, s'associe, s'allie et collabore, en fait, ça permet de faire des trucs fous. Mais jamais, personne n'aurait pu écrire cette histoire-là. Personne n'aurait pu dire ça. Il faut se rappeler aussi, parce qu'on a tendance à vite oublier, mais que personnes qui travaillaient dans le domaine de la santé se faisaient casser leur voiture pour essayer de trouver des masques, etc. Enfin, c'était devenu la folie. Donc la réponse que vous apportez, encore une fois, en 48 heures, monter tout ce principe-là, c'est waouh. Ouais, petite anecdote marrante là-dessus. Du coup, il y avait toute une chaîne logistique, etc. Un contrôle qualité des masques avant de les remettre au CHU. Et bon, bref, le bout de la chaîne, c'est que les masques faits, validés en termes de qualité, etc., partaient après chez Le Mayeux, qui est à Saint-André, vers le CHU de Lille. Et en fait, là, et moi j'ai découvert après, parce qu'on était tous aussi confinés, chacun chez nous, etc. Donc même si nous, on avait quand même besoin de se déplacer une fois de temps en temps, on voyait pas tout ce qui se passait dans ce projet-là. Et en fait, j'apprends qu'en fait, le camion qui vient chercher les masques et qui va les ramener au CHU, donc qui fait Saint-André CHU, il est escorté par la gendarmerie, donc avec des hommes armés, etc. Ouais, bien sûr. Ouais. Tout le monde cherchait des masques. Oui, c'est vrai. Enfin, quand on réfléchit à plus grande échelle, vu que le moindre médecin ou la moindre infirmière qui faisait sa tournée avait un risque de se faire casser la voiture, j'imagine bien qu'un camion rempli de masques, ça devenait... voilà... Je ne sais pas si c'était le but de dire, il y avait un jeu de mots forcément, puisque masque en or, c'est avec le mot Nord, N-O-R-D. Voilà, mais exactement. Voilà, les deux vont bien ensemble, puisque effectivement, je me doute qu'à ce moment-là, c'était devenu quelque chose d'hyper important. Donc, merci déjà pour cet éclairage sur cette action. Moi, ce que j'aimerais bien pouvoir partager, parce que voilà, on essaye d'être sur l'entrepreneuriat, et je trouve que ce que tu as dit est très sensé sur le fait de dire... on a souvent tendance, encore une fois en France, on aime bien mettre des étiquettes, donc dire pour être entrepreneur, il faut avoir une entreprise. Mais voilà, encore une fois, on en parlait en off, on peut entreprendre d'une très belle manière avec une association, on peut entreprendre d'une très belle manière en étant salarié, voilà, il n'y a pas de règles, et c'est bien de casser un peu ça. Aujourd'hui, je veux entreprendre, je veux avancer, à quel moment je viens au Souffle du Nord? Est-ce que je peux venir à n'importe quel moment? Et je sais que c'est plutôt l'esprit, mais qu'est-ce que vous faites dans cette idée entrepreneuriale? Et ça permettra de mettre peut-être en avant des choses que j'ai vues sur le site internet, mais que je vais laisser expliquer un petit peu dans les projets actuels. C'est curieux que tu me poses cette question-là, parce que en même temps, ça me fait prendre conscience de plein de trucs. En fait, l'entrepreneuriat, ça prend 1000 formes. Entreprendre, c'est pas forcément créer. Entreprendre, c'est pas forcément une boîte. Enfin voilà, ça, tu as commencé à en parler. Et en fait, entreprendre, c'est mettre en mouvement quelque chose. Et ça, peu importe le véhicule, peu importe la situation, en fait, on est tous capables de mettre en mouvement quelque chose. Moi, j'en parlais hier avec quelqu'un. Tu t'achètes une maison où tu es locataire et t'entreprends une rénovation, c'est un projet d'entrepreneuriat pour de vrai. Tu mets quelque chose en mouvement, tu dois monter un projet, tu valorises quelque chose. L'entrepreneuriat peut avoir plein de facettes, et je pense que là, je l'avais pas forcément conscientisé avant que tu me poses la question. Et en fait, le Souffle du Nord, nous, on pousse quand même et on accompagne tous les modèles d'entrepreneuriat. Donc, on accompagne, nous, ce qu'on appelle des initiatives positives. Donc, c'est des porteurs de projets qui cherchent à avoir un impact sur le territoire, peu importe la forme, que ce soit des associations, des collectifs citoyens, des personnes toutes seules qui n'ont pas encore de véhicule juridique, des entrepreneurs sociaux, des entreprises de l'ESS, des intrapreneurs à l'intérieur des boîtes, peu importe. Nous, on ne regarde pas le format. À partir du moment où la finalité, elle est positive et qu'elle est locale, on aide. Donc, en fait, on est quand même un creuset d'entrepreneuriat. Donc, on aide ceux qui ont cette envie et qui ont des projets. Et à la fois aussi, on est aussi un réceptacle aussi d'idées que les gens peuvent avoir, d'envie ou de révolte que les gens peuvent exprimer. Et là, on les entreprend avec eux. Donc, on est à la fois une plateforme, on va dire, d'accompagnement. Et puis aussi, on est une plateforme de construction de projets à partir du moment où plusieurs personnes ensemble ont la même envie de faire quelque chose. Là, nous, on peut, c'est ce qu'on fait typiquement là sur un des grands projets qu'on a lancé depuis 1 an et demi, qui est Agir ensemble pour un territoire sans personne à la rue, donc sur la précarité.
c'est pas nous, le Souffle du Nord, qui avons décidé de se fixer de cette ambition, de se dire dans 10 ans, on veut vivre dans une métropole lilloise où il n'y a plus personne à la rue. Nous, Dieu sait qu'on n'est pas, on manque pas d'audace, mais jamais on aurait pu écrire ça. On n'a pas de plan écrit. Ce projet, on l'a lancé on a fait la première réunion avec des associations de terrain en février 2022. Je pense que le dernier conseil de gouvernance du Souffle, on a dû l'avoir en novembre 2021, et il n'y avait pas un mot sur ce projet-là. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est des gens qui sont venus, des particuliers, des associations, des entreprises, et qui ont dit moi, là, ce sujet-là, il ne me va pas, j'ai envie de faire quelque chose là-dedans. Et ils ont entrepris avec et dans le Souffle, et c'est eux qui ont construit cette ambition. Donc en fait, des moyens d'entreprendre, il y en a plein, et des moteurs, il y en a autant que de personnes. Ok. Et quand tu dis ils sont venus, ça veut dire que, alors ça me paraît logique, mais c'est bien de le rappeler, vous avez un lieu physique et les gens peuvent venir à n'importe quel moment, il y a une permanence, comment ça fonctionne pour que concrètement quelqu'un qui entend le podcast là et qui découvre le Souffle du Nord se facilite la vie en se disant je vais aller jusqu'au bout du podcast et j'aurai la réponse à ma question. Ouais, il y a un lieu physique qui s'appelle la Soufflerie, qui est situé à Marc-en-Barœul. Donc effectivement, c'est un lieu là qui est ouvert vraiment à tous. Les gens viennent, passent la porte. Il y a des espaces pour travailler, il y a des espaces pour respirer. Il y a toujours des cafés, des jus. Il y a toujours des gens pour partager. Il y a des bonnes énergies, des émulations collectives, des oreilles, des écoutes, des soutiens, de la joie, de l'énergie. Ouais, on essaye de créer un petit monde à part. Nous, on parle beaucoup en interne dans le Souffle d'élan du cœur. En fait, on essaie de créer des espaces, que ce soit des espaces physiques ou juste des espaces d'échange, où justement, on en parlait tout à l'heure, les gens peuvent être eux-mêmes en authenticité, ou quand tu rentres dans ces espaces-là, tu quittes un peu tous ces carcans, toutes ces obligations, et c'est ce qu'on essaie, nous, de favoriser, c'est que les gens ils soient eux-mêmes avec les autres, et quand il se passe ces choses-là, tout devient magique, pour de vrai. Okay. Et dans l'approche, parce qu'on est en train de parler de milieu associatif, on est en train de parler d'actions qui sont menées et qui vont de l'avant, ça fonctionne comment aujourd'hui le financement de l'association? C'est des mécènes, il y a, je suppose, toujours la possibilité de faire des dons, il y a des entreprises qui peuvent devenir partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je suis un entrepreneur, ça fait plusieurs années que j'entreprends, j'ai envie d'investir mon argent dans des bonnes causes. Est-ce que justement je peux le faire au Souffle du Nord et comment? Ouais, alors bien sûr, après le moteur quand même de tout ça, et effectivement, nous, aujourd'hui, on est 4 salariés. En fin d'année, quand ce podcast sera diffusé, on sera certainement un peu plus, vu les projets qu'on a lancés. Et tout ça nécessite, en plus de l'énergie, de belles valeurs, etc., forcément un peu de financement. Nous, notre modèle économique, et c'est pas celui de toutes les assos, mais nous, notre modèle économique, il est très clair sur du mécénat privé. Donc c'est que des mécènes privés, des particuliers, des fondations et des entreprises, effectivement, qui décident de soutenir ce projet qui est au service de son territoire et des acteurs qui font ce territoire. Donc après, la spécificité qu'on a dans le modèle associatif du mécénat, et c'est à la fois notre force et notre faiblesse, c'est que comme on n'est pas nous, on n'est pas en direct dans l'action, et on n'est pas cloisonné dans un domaine d'action. Faut que effectivement les philanthropes, les mécènes ou les entreprises qui sont partenaires, elles aient cette vision justement d'une action très large, et de soutenir une organisation qui soit vraiment au service de son territoire pour accélérer les transitions et les solidarités, quoi. Mais tout le monde peut venir. Nous, on est sur un principe très simple d'économie de la générosité, c'est-à-dire qu'on soit un particulier, une entreprise ou une association ou n'importe qui, chacun met ce qu'il veut dans le Souffle, y compris rien s'il veut. Donc il n'y a pas de barrière financière. Je pense que chaque année, si on parle que du lieu physique, il y a entre 4000 et 5000 personnes qui viennent, et on a 172 adhérents. Donc, oui, c'est très ouvert à tous. Il n'y a aucune barrière financière. Chacun met ce qu'il veut. Personne ne sait ce qu'ont mis les autres, et tout le monde accède à la même chose. Donc il y a des gens qui mettent rien financièrement, mais qui mettent leur énergie, qui mettent plein de choses. Voilà, faut vraiment qu'on arrive à créer des lieux comme ça, des expériences où on partage et où il n'y a pas de barrière, mais où à la fois si on passe des expériences positives et qu'on aime bien, on arrive à soutenir. Et puis voilà, si je suis très factuel aujourd'hui, je dirais que l'écart il va entre des gens qui mettent rien du tout à des gens qui mettent plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Ouais, ok, je comprends. Et pour faire une précision par rapport à ce que tu disais, c'est important, il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui créent des fondations, donc dans lesquelles en fait c'est pour œuvrer pour le bien commun, hein, si on peut résumer ça comme ça. Et souvent ces fondations, elles ont, et c'est là où tu donnais ce principe-là, elles ont un principe, un but, enfin une cause qu'elles veulent défendre. Donc certains, c'est sur le bien vieillir, d'autres, c'est sur le bien manger, etc. Et là où tu as raison, c'est que le Souffle du Nord, la vision, elle est très large. Donc il y a des fondations qui peuvent se dire, je m'y retrouve pas, mais là où moi je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça que je suis hyper content de recevoir, de te recevoir et de recevoir le Souffle du Nord par ton intermédiaire, c'est cette vision globale. Parce que moi, je me dis, le bien vieillir, ok, mais quelque part, pour bien vieillir aussi, il faut peut-être bien manger, et ainsi de suite. Et puis, il y a du lien intergénérationnel. Et en fait, au fond, dès qu'on est dans une cause pour faire avancer les choses, je pense qu'il y a des liens entre tout. Donc, c'est un peu cette force que vous avez au Souffle du Nord. Ouais, bah oui, oui, tu l'as très bien résumé. Et de toute façon, maintenant, maintenant, et comme toujours, faut qu'on ait une vision un peu plus à la fois systémique et de proximité. Effectivement, comme tu le disais, le bien vieillir, en fait, quand tu tires le fil, il y a la transmission intergénérationnelle, il y a l'habitat, il y a l'alimentation. En fait, il y a pas de cause qui vit sans les autres. Ouais. On a beaucoup, d'ailleurs, de plus en plus, ces deux sujets qui montent un peu en parallèle et qui parfois se rapprochent pas. On oppose un peu social et environnemental. Il y a absolument aucune raison de les dissocier. Les deux vont ensemble. Et on le vit déjà aujourd'hui. On le voit tous les jours. Donc en fait, tout est lié. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même une vision un peu systémique et se dire, effectivement, il faut se laisser la chance de faire des choses tous ensemble. Chacun dans nos domaines de compétences avec nos envies, mais d'agir sur l'ensemble de la chaîne. Ouais. Avant de parler des actions du moment et puis peut-être de terminer après sur l'avenir, on m'a parlé de pitch, de gens qui peuvent venir justement s'entraîner un petit peu parce qu'il y a cette vocation justement de bienveillance au Souffle du Nord. Est-ce que c'est des séances qui sont prévues et on peut venir avec son pitch et venir partager et ensuite derrière, et si c'est le cas, comment ça se passe et comment ça s'organise s'il y en a qui sont intéressés par l'idée? Alors pour les auditeurs assidus, je pense que celui qui t'en a parlé, ça doit être Sébastien. Oui, et normalement il sera passé normalement le podcast sera passé juste avant. Donc oui, on a plein de formats en fait. Encore une fois, nous, notre rôle, c'est de connecter les besoins et les envies d'agir. Donc effectivement, on a plein de formats qui permettent pour des gens de découvrir. Comme ici, on est dans un podcast autour de l'entrepreneuriat, je vais dire des entrepreneurs, des gens qui entreprennent pour leur territoire. Alors, il y a effectivement le pitch and pépite qui peut se passer soit le matin assez tôt autour de brioche, soit l'après-midi plutôt autour de cacahuètes. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse venir, donc d'avoir des plages horaires. Donc ça, il y en a un par mois. De toute façon, toute la programmation, on la retrouve sur le site du Souffle du Nord. Et ça permet effectivement à des gens qui ont un projet qui a un impact positif sur le territoire, encore une fois, peu importe la forme, de venir devant des gens qui vont les écouter, leur faire des retours sur la façon de présenter le projet. Tiens, là, ce que tu as dit, j'ai pas très bien compris. Peut-être tu devrais prendre cet angle-là. Et ça permet effectivement à des gens qui sont dans un projet d'entrepreneuriat d'avoir comme ça des retours à chaud de gens qui les écoutent et de pouvoir modifier leur pitch. On a d'autres formats. On en a fait un là le 29 juin, puisque du coup, là, on est en juillet, donc mais on en aura relancé, je pense, quand ce podcast sera diffusé. On a aussi un format qu'on a testé de speed dating aussi, où on va faire se rencontrer effectivement des porteurs de projets impact positif avec des citoyens, des entreprises, enfin tous ceux qui le veulent. Donc effectivement, on a plein de formats en fait qui permettent aux gens qui cherchent à faire des choses positives, de rencontrer les gens qui portent des projets et de les aider, quoi. Et à un peu faire valider l'idée. Des fois même, comme tu le disais, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une structure juridique pour pouvoir venir discuter avec des personnes et dire ah, tiens, ça valide pas, quoi. Ah non, mais pas du tout. Mais nous, dans les pitch and pépites ou le speed dating des assos, 80% des gens qui viennent écouter, qui font des retours sur les façons de présenter le projet, c'est des gens comme toi et moi. Enfin, c'est n'importe qui. Et c'est ça qui est fort, parce que de toute façon,
quelqu'un qui entreprend pour son territoire, il n'a pas, vocation, il n'a pas besoin d'avoir le retour du spécialiste de la communication. Bien sûr. C'est pas du tout ce qu'il Bien sûr. cherche. Ce qu'il cherche, c'est d'embarquer le plus grand nombre et de toucher le plus de personnes possible. Donc c'est des retours qui sont justement éminemment précieux et très complémentaires de retours de spécialistes. Bien Mais sûr. en tout cas, c'est hyper important qu'on se dise, même ça, c'est un moyen d'action et c'est à la portée de tous. Et sans avoir fait encore, puisque j'ai été, comme tu le disais, par Sébastien, taquiné en disant vas-y, sans avoir fait, rien que moi, à titre perso, pour faire un petit partage, dans le projet que je suis en train de lancer sur la transmission, le projet initial par rapport au projet actuel, et il changera peut-être, il y a eu des évolutions énormes grâce à des échanges que j'ai eus avec des personnes, mais de tous horizons différents, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des retraités, des grands-parents qui disent ah bah tiens, moi il y a telle personne qui fait ça. Waouh, l'idée. Tac, en fait, c'est pas l'idée en tant que telle, mais on donne un mot qui fait que ça résonne et on arrive à une idée. Donc je te rejoins sur le fait que le pitch, ou le fait de déjà rien que parler de son projet à n'importe qui, c'est une force. Si on se met dans la posture de j'accepte le feedback et je le prends comme une richesse et non pas comme un jugement. Bon, ça après c'est un autre sujet très très vaste. Dans les actions que vous êtes en train de mener, que vous avez menées, donc on a parlé d'actions passées, on a parlé de celles de plus de personnes qui dorment dehors d'ici à 10 ans. Est-ce qu'il y a une ou deux actions que tu voudrais partager ou mettre en lumière ou sur lesquelles justement tu aurais peut-être des besoins, quand je dis des besoins, c'est entre guillemets réunir des gens ou des causes à mettre en avant. L'idée étant qu'à chaque fois, là on est en juillet, on sera vers le mois d'octobre, donc il se peut qu'en termes de timing ça passe pas, mais voilà, qu'est-ce que tu... Non, mais on a déjà parlé de pas mal de choses. Après, il y a plein d'autres choses qu'on fait. Mais encore une fois, je pense ce qu'il faut retenir dans le souffle, et c'est important que tout le monde le comprenne, c'est que nous, on n'a pas de plan d'action. Moi, tu me demandes ce qui va se passer dans 6 mois. Sincèrement, j'en sais rien. Bon, en dehors des projets qu'on a déjà cités, qui vont durer des années, mais en fait, c'est vraiment les gens qui font les projets chez nous. Moi, j'ai pas de plan. Je sais pas te dire ce qui va se passer dans 6 mois dans le souffle lunaire. Je sais pas te dire ce qui va se passer dans 1 an. Je sais pas te dire ce qui va se passer à la rentrée. Quand tu te mets au service de ton territoire, il faut accepter que ce soit ton territoire qui pilote ton action. Et c'est pas toi. Et nous, on n'est personne et rien pour savoir se dire, tiens, dans 1 an, je vais monter un projet sur le bien vieillir. Est-ce qu'il y aura un besoin? Est-ce que ce sera le moment? En fait, si ça vient pas du territoire, nous, on fait rien. Et du coup, moi, te dire ce qui va se passer en octobre, j'ai envie de dire aux auditeurs, ça dépendra de ce que vous êtes venus y faire quelques jours avant. J'adore. Et ça va bien à l'encontre de mon côté bien organisé, structuré, tout ça, qui essaye de... Et encore une fois, on en parlait en off tout à l'heure, ce que je disais de mon entreprise il y a 3 ans, est-ce que c'est aujourd'hui? Et ce que je disais de mon projet, et voilà. Donc ça reflète en fait réellement ce que tu viens de dire, ça reflète à 100% ce qu'est réellement la société, mais comme on aime bien planifier, comme on aime bien avoir de la vision, etc., on est souvent dans ce schéma-là. Avant de terminer, est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de partager, tu aurais envie de lancer un appel, dire un merci. Bon, je sais que vous êtes en train de recruter, mais d'ici là, peut-être que les recrutements seront faits, donc on va peut-être pas se lancer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler qu'on n'aurait pas abordé dans ce podcast? Oui, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'échange, pour l'invitation, pour ce que tu fais aussi, parce que j'ai écouté un peu les épisodes précédents. Merci. C'est toi. Merci à toi, c'est surtout ça. Je pense que ces moments-là, et peu importe s'il y a une personne ou 1 million de personnes qui les écoutent, déjà là on est 2 et on est moins 1, je vais parler pour moi, avoir passé un bon moment. Cool. Pareil. S'il y a des gens qui derrière passent un bon moment ou à qui ça donne envie de se mettre en mouvement, et moi c'est ça que j'ai envie de te dire. Effectivement, on parle d'entrepreneuriat, mais il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ce schéma-là où entreprendre c'est créer, entreprendre c'est s'enrichir, entreprendre c'est développer, entreprendre c'est se mettre en mouvement, quoi. Et pour le coup, je pense qu'on est tous des entrepreneurs. Et je pense qu'on est tous des entrepreneurs. Et il y a un truc qui est super important, c'est que dans nos façons d'entreprendre, à tous ceux qui, mais même ceux qui se disent, mais moi j'ai rien fait, si, on a tous
fait quelque chose, on a tous entrepris, on entreprend tous les jours. Et un truc que tu as dit là il y a 3 minutes, les projets ils grandissent des rencontres. Et en fait, être entrepreneur, c'est aussi ça, c'est s'enrichir des autres. Et être entrepreneur dans sa vie perso, dans sa vie pro, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie d'une décennie, c'est aussi s'enrichir des rencontres et des moments avec les autres. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, et tu as même fait, remis un petit peu mon cerveau dans le bon sens. Sébastien l'avait déjà fait il y a quelques jours, et il y a quelques semaines avant, il avait semé 2-3 petites graines dans l'approche de l'associatif par rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi dans ce que tu viens de dire. On peut être un citoyen, venir partager sur une idée, tout en étant, en restant salarié, tout en étant... j'ai presque envie de dire des fois, parce que ça peut rassurer les gens, dans son confort matériel, parce qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, parce que moi le premier, si j'ai entrepris de plus âgé entre guillemets, c'est parce que j'avais cette crainte, j'avais cette peur, et puis que au fond de moi, dans ma tête, il y avait plein d'entrepreneuriat, et je l'ai fait par le bénévolat dans le sport, et on peut tous le faire, donc si on enlève cette étiquette comme tu viens de l'expliquer, moi je trouve que oui, il y a des entrepreneurs de partout, dans tous les sens, et c'est juste qu'on aime bien mettre le mot entrepreneur, étiquette et compagnie. En tout cas, ça a été un super podcast, vraiment, merci, parce que ce partage ouvre pour moi beaucoup de champs des possibles et beaucoup de vision positive de la manière d'agir, et encore une fois, en enlevant ces étiquettes. Donc, merci et longue vie au Souffle du Nord, parce que il faut qu'on ait des causes... comme tu le disais, c'est les gens qui poussent, mais il faut aussi qu'il y ait un endroit où on soit accompagné pour pousser dans le bon sens. Ouais, alors juste si je peux me permettre, pas longue vie au Souffle du Nord, parce qu'on souhaite nous qu'elle soit la plus courte possible. Bien parce vu. que forcément, quand on est une asso dans le social, Oui. notre raison d'être, nous, est tout est écrite, et il n'y a pas besoin de faire des brainstorming fous, c'est de disparaître le plus vite possible et qu'on n'ait pas besoin de nous. Donc plus courte vie possible au Souffle du Nord, mais longue vie aux liens qu'on crée entre nous, et de se préoccuper un peu de soi et des autres. Top. Et on va terminer là-dessus. Il n'y a rien de mieux à dire. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.